De 1994 à 2016, la Chine est connectée à Internet depuis 22 ans. Le système d'exploitation de nos téléphones a 1 million de lignes de code. À l'époque, pour le module spatial Apollo, il n'y avait que 4000 lignes. On cligne de l'œil gauche pour tourner la page gauche, l'œil droit pour la page droite. On baisse le menton pour double-cliquer. Par exemple, vous, il y a 10 ans, vous pouviez imaginer l'Internet d'aujourd'hui? Wu Ruochuan, président du conseil d'administration de l'Association de l'Internet de Chine. Jack Ma, fondateur d'Alibaba, juge son discours comme un dialogue comique d'académiciens. À présent sur Internet, on voit souvent les captchas, des caractères distordus. Bien sûr, aux États-Unis, ils ne sont pas aussi compliqués que le site de notre service de chemin de fer. D'après vous, je suis malade? Si oui, comment guérir? Jia Junpeng, ta maman t'appelle à table. Si j'utilise le pseudonyme fille de 16 ans. Et cette phrase me colle au dos. Je suis critiquée où que j'aille, on me reproche ça. Il ne faut rien publier sur WeChat. On dit souvent appeler la police en cas de problème. En fait, je crois qu'il faut ajouter une phrase cherchons sur Internet en cas de problème. Il dit qu'à l'ère d'Internet, les opportunités et les défis coexistent. Tant que vous avez de bonnes idées innovantes, l'Internet peut vous aider à tout réaliser. Internet fait beaucoup de choses à notre place que nous pouvons faire nous-mêmes. L'homme deviendra-t-il l'esclave de l'Internet? Quel sera l'avenir des spécialistes de l'Internet comme nous? Le point douloureux est le point de départ. Où Internet va-t-il nous mener? L'invité du jour, Wu Ruochuan. Écoutons la sagesse de la Chine. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Magistral, la première classe ouverte télévisée pour les jeunes de Chine. Je suis Sa Bening. Vous savez tous ce qui s'est passé en 2016 à Wuzhen, non? La conférence mondiale de l'Internet. Parmi les 4 membres de l'élite de l'Internet qui a voulu rencontrer le Premier ministre chinois, c'était le seul académicien. En seulement 8 minutes, il a posé 4 questions au Premier ministre. Notre invité du jour a un discours que Jack Ma a qualifié de dialogue comique d'académicien. Quelqu'un a dit que sans lui, l'accès des Chinois à Internet à grande échelle aurait pris beaucoup de retard. Applaudissements maintenant pour notre invité du jour. Il est membre de l'Académie d'ingénierie de Chine et président du conseil d'administration de l'Association de l'Internet de Chine, Monsieur Wu Ruochuan. Bonjour Monsieur Wu. Merci, asseyez-vous. Beaucoup de jeunes veulent savoir ce que vous connaissez de l'Internet, ce qu'on peut faire avec Internet. Vous êtes l'un des premiers Chinois à avoir connu Internet, mais pourquoi vous n'êtes pas devenu Jack Ma? C'est une très bonne question et ça mérite quelques explications. Au fil du développement de l'Internet, certains construisent les routes, certains construisent les ponts, certains conduisent les voitures, certains transportent des marchandises. On a tous des fonctions différentes. Jack Ma est leader dans le secteur de l'Internet, n'est-ce pas? Mais il n'est pas le fondateur d'Internet. Vous et vos collègues construisez les routes et les ponts. Je ne suis pas le premier à construire des routes, il y a beaucoup de précurseurs. C'est comme ça que des entrepreneurs d'Internet comme Jack Ma, Ma Huatong, etc. ont émergé. Les jeunes sont très curieux aussi à propos des 4 questions posées en 8 minutes quand vous avez vu le Premier ministre Li. La durée prévue de l'entretien était de 18 minutes, mais c'est devenu 8 minutes puisque le Premier ministre Li ne savait pas répondre. Non, ce n'est pas vrai. Vous donnez quelle note aux réponses du Premier ministre à vos 4 questions? Je lui ai proposé d'ouvrir l'accès à certains secteurs, par exemple l'industrie automobile. J'ai dit que si on laissait entrer Jack Ma, la situation changerait beaucoup. Monsieur Li a dit qu'il allait visiter le groupe Geely le lendemain, qu'il voulait que les entreprises du secteur d'Internet y aillent aussi. J'ai aussi parlé du travail que le gouvernement devrait effectuer pour développer l'Internet en Chine. Je crois que le Premier ministre a bien fait connaître sa position. Je pense que le discours de Monsieur Wu pourra nous faire sentir le vrai charme de l'ère d'Internet. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Monsieur Wu. Bien, bien. Si vous êtes fatigué pendant votre discours, vous pouvez faire une pause à tout moment.
L'année dernière, selon les statistiques du Centre d'information Internet de Chine, les internautes chinois naviguaient en moyenne 25,6 heures par semaine sur Internet, c'est-à-dire environ un jour sur les 7 jours de la semaine, soit 3,7 heures par jour. Je suis au-delà de cette durée moyenne. Je passe pas mal de temps sur Internet tous les jours. Je pense qu'Internet a changé notre vie et notre travail. Maintenant, avec l'Internet, tout est plus pratique et plus rapide qu'avant. Je vous donne un exemple. Pendant la révolution culturelle, mon unité de travail a été transférée dans le Sichuan. Une fois, on devait se déplacer à Shanghai pour une mission. On était plusieurs. Non sans mal, on a acheté des billets de wagon-lit, mais dans des wagons différents. Un collègue ne pouvait plus attendre pour aller aux toilettes. Quand le train s'est arrêté à Baoji, il est descendu pour aller aux toilettes. Le train était censé rester quelques minutes là-bas, mais comme il était déjà en retard, il est reparti en avance. Mon collègue a couru derrière le train en tenant son pantalon, mais en vain. Mais on ne savait pas qu'on l'avait perdu. Les collègues dans le même wagon que lui pensaient qu'il était avec nous dans l'autre wagon. À l'heure du dîner, on ne le voyait toujours pas. Mes collègues disaient que ce n'était pas grave s'il mangeait ailleurs. Mais la nuit tombée, il était toujours absent et on était inquiets. On a dit au personnel du train qu'on ne trouvait pas notre collègue. Ils ont demandé « Où est-ce que vous l'avez perdu ?» On ne savait pas. Ensuite, on est arrivé à Shanghai. Il n'y avait pas d'outils de communication. Sorti du train, on a téléphoné à l'unité de travail en disant qu'on avait perdu un collègue. Notre directeur nous a demandé où, mais on ne savait pas. 2 heures plus tard, notre collègue est réapparu, un pied avec une chaussette, un pied sans, et il chaussait des pantoufles. Comme il était perdu et que le train suivant allait aussi à Shanghai, la gare l'a laissé monter. Mais il n'avait pas de vêtements puisqu'ils étaient dans notre train. Il est donc arrivé à Shanghai après une nuit dans le froid. Si on avait eu un outil de communication, on aurait pu facilement le contacter. La Chine s'est connectée à Internet le 20 avril 1994. À ce moment-là, Zhongguancun, l'université de Pékin, l'université Tsinghua et l'Académie des sciences ont accès à une connexion à travers un canal à un débit de 64 kilobits par seconde de l'opérateur de télécommunications américain Splint à seulement 64 kilobits par seconde. En janvier 1995, le ministère des Postes et Télécommunications a ouvert l'Internet au public. Mais à l'époque, seuls Beijing et Shanghai disposaient d'une ligne de 64 kilobits par seconde connectée au réseau de Splint. Dès lors, on peut dire qu'Internet est arrivé officiellement en Chine. Personnellement, j'ai connu l'Internet encore plus tôt. Au début des années 1980, j'ai participé à Genève à une conférence de l'Union internationale des télécommunications. C'était pour définir les normes du réseau de télécommunications qui concerneraient les intérêts de chaque pays. Donc seuls les délégués ne pouvaient pas prendre de décision. Il fallait demander à leur pays. Et la conférence offrait les télécommunications. Nous, les délégués chinois, nous utilisions ce téléphone gratuit pour rapporter aux autorités compétentes le contenu et les débats de la conférence. Mais les délégués américains, eux, utilisaient les ordinateurs et le réseau sur place pour enregistrer et ils envoyaient les dossiers sur la conférence en fichier joint. Les Américains appelaient ça « email ». C'est la première fois que j'en ai entendu parler. Quelques années plus tard, des étrangers apportaient leur portable et contactaient directement leur pays. Dans la délégation canadienne, il y avait un fonctionnaire du ministère des Postes et Télécommunications. Il m'a demandé « Existe-t-il ce genre de choses en Chine ?» J'ai répondu que non. Il a dit « Pourquoi vous n'en avez pas ?» Je ne savais pas quoi dire. Heureusement, le 20 avril 1994, la Chine était connectée à Internet. Maintenant, au travail ou à la maison, on peut surfer sur le web avec le Wi-Fi. Mais bien sûr, il faut de la fibre optique à l'extérieur. Les entreprises chinoises produisent la moitié des fibres et câbles optiques au monde. Le développement du réseau à large bande en Chine fait que le marché chinois consomme la moitié des fibres et câbles optiques du monde. Il y a 10 ans, si on achetait une fibre optique, ça coûtait 2000 yuans par unité de longueur. Maintenant, par unité de longueur, ça coûte combien une fibre optique? 1 kilomètre de fibre optique coûte 40 yuans maintenant.
Calculé par unité de longueur, c'est moins cher que des pâtes. 1 kilomètre de nouilles coûte plus de 40 yuans. Donc maintenant, la fibre optique est entrée dans tous les foyers, ça se développe très vite. Évidemment, l'Internet du futur, ce n'est certainement pas aussi simple qu'on le croit. Le réseau mobile se développera plus vite. Le développement de l'Internet est comme une course de relais. Il faudra le travail de plus de personnes, de plus de jeunes qui s'engagent dans ce secteur. J'ai aussi rencontré des jeunes qui se plaignaient de leur époque. Ils disaient « Ah, si j'avais vécu au temps de Jack Ma, j'aurais réussi. Sous un grand arbre, l'herbe ne pousse pas. Si je veux fonder une entreprise dans le secteur de l'Internet, ils m'écraseront ou m'absorberont. » C'est vrai, sur Internet, il est impossible de réussir en imitant. Il faut de l'innovation. Le développement de l'Internet en Chine a eu 25 ans de retard par rapport aux États-Unis. Or, maintenant, on trouve de grandes sociétés de l'Internet aux États-Unis et en Chine. Mais pas en Europe, ni au Japon, ni en Corée du Sud. Cela prouve que les conditions en Chine sont favorables au développement de l'Internet. Jack Ma a cherché une fois à devenir vendeur dans une entreprise. Mais on lui a répondu « Tu es si maigre et si petit, comment peux-tu devenir vendeur ?» Je crois que c'est un élément important qui l'a poussé à développer le commerce électronique. Jack Ma est d'abord allé voir la commission du développement et de la réforme de Beijing. Celle-ci ne lui a pas prêté attention car sa société était trop petite. À Shanghai, le bureau des finances et le fisc local estimaient que son projet risquerait de donner lieu à des fraudes. Il a échoué à Shanghai aussi. Puis il est allé à Hangzhou. Les autorités locales l'ont autorisé à expérimenter cette nouveauté. Donc, à mon avis, c'est cet environnement tolérant qui a rendu possible ce développement. C'est pareil pour le financement d'Internet. La bourse chinoise était en baisse, les intérêts bancaires peu élevés. Les prêts aux PME étaient donc difficiles à obtenir et le public avait l'habitude d'épargner. Alors le financement par le biais d'Internet a émergé et après son apparition, c'était difficile de l'écraser. Donc la Chine présentait un environnement favorable au développement de l'Internet. Si vous êtes insatisfait de quelque chose, c'est là votre opportunité. Le point douloureux est le point de départ. Pourquoi l'Internet est-il né? Parce que les Américains avaient peur que pendant la guerre froide, leur réseau soit détruit. Ils ont donc proposé ce concept. Vous connaissez tous YouTube. Le fondateur de YouTube a participé à une soirée organisée par un ami et il a filmé beaucoup de vidéos. Il voulait partager ses vidéos avec ses amis sur Internet. Mais ces vidéos étaient trop lourdes, le débit était trop lent. Il s'est demandé si on pouvait développer un moyen pour mieux partager les vidéos. Je n'aurais plus besoin de les envoyer, les autres n'auraient qu'à cliquer. C'est comme ça que YouTube est né. Je pense qu'on ne peut pas prédire le développement de l'Internet. On ne peut que constater ces problèmes. Si les moteurs de recherche se développent si vite, c'est à cause de l'explosion des informations en ligne. Pour les trouver, il faut un moteur de recherche. Pourquoi le microblog est-il apparu? Comme le rythme de vie est très rapide, il se limite à 140 caractères pour éviter la fragmentation. Donc, quand vous naviguez sur Internet et que vous trouvez quelque chose d'insatisfaisant, c'est là que l'on peut innover. Si vous suivez toujours aveuglément les projets réussis des autres, vous n'aurez jamais de bonnes perspectives. Donc je crois qu'il y a énormément de choses qui nous attendent. À présent, on utilise le téléphone mobile. C'est facile pour n'importe qui. Mais de quoi a-t-on encore besoin? De différents développements. Par exemple, je suis presbyte. Je dois m'approcher pour lire les textos. Maintenant, les téléphones mobiles agrandissent les mots sans les laisser déborder de l'écran. Les malvoyants, il leur est impossible d'utiliser Internet. Ils lisent des livres en braille. Peut-on faire un écran d'ordinateur en relief? C'est impossible. Alors comment faire? Avec une bague munie d'une webcam, vous portez la bague qui est en face de la page de votre livre. La webcam scanne les mots, elle les cherche sur le cloud, puis elle les lit. Comme ça, vous pouvez surfer. Le téléphone mobile développé par Apple a été muni d'un écran tactile. C'est pas mal, non? Maintenant, certaines entreprises
pense qu'il ne faut pas suivre Apple, qu'il ne faut pas copier son brevet. Alors on tourne la page dans l'air, sans rien toucher. Pourquoi? Parce qu'il y a une caméra. Certains disent, pourquoi un si grand geste? On cligne de l'œil gauche pour tourner la page gauche, l'œil droit pour la page droite. On baisse le menton pour double-cliquer. Comme ça, la structure homme-machine changera beaucoup. Récemment, Microsoft a absorbé Nokia. Il va exploiter la téléphonie mobile. En quoi rivalise-t-il avec Apple, avec Google? Microsoft dit qu'il maîtrise la technique de traduction de la voix à l'aide du cloud. Au téléphone, si vous parlez chinois et que votre ami est anglais, en appuyant sur le bouton voix, vous parlez chinois, il vous écoute en anglais. Il parle anglais, vous l'écoutez en chinois. Il y a 26 langues que vous n'avez pas besoin d'étudier. Ça veut dire quoi? Dans le futur, les terminaux portables, l'intelligence artificielle, prolongeront la perception humaine, augmenteront les capacités cognitives humaines. Comment sera le futur Internet? C'est impossible à imaginer. Par exemple, vous, il y a 10 ans, pouviez-vous imaginer l'Internet d'aujourd'hui? Absolument pas. Donc que sera-t-il à l'avenir? Aucune idée. Il y a une phrase connue sur Internet. On ne prédit pas l'avenir, on crée l'avenir. À présent, on parle de la pensée d'Internet, du concept d'Internet. L'Internet est une plateforme d'innovation. Tant que vous avez de bonnes idées innovantes, l'Internet peut vous aider à tout réaliser. Une entreprise a voulu développer une application. Pendant une période, il y avait le H7N9 dans le sud de la Chine. Un téléphone aurait pu détecter ce virus. En léchant l'écran, on vérifiait si on était infecté. Des gens veulent aussi détecter la pollution avec un téléphone. Tout est possible. L'important, c'est de réduire le coût. Donc Internet a une structure très ouverte sur laquelle on peut grandir et à laquelle on peut ajouter beaucoup de choses. Internet ne refuse personne dans le monde. Internet est accessible à tous. Le téléphone mobile n'a pas de limite. Le système d'exploitation de notre téléphone a 1 million de lignes de code. À l'époque, pour le module spatial Apollo, il n'y avait que 4000 lignes. Le nôtre est plus compliqué, mais moins cher. Tout le monde sait l'utiliser. Il est très ouvert. Quand Lei Jun, fondateur de l'entreprise de téléphone mobile Xiaomi, dit qu'il lance une nouvelle version toutes les semaines, qu'est-ce qu'il veut dire? Ton téléphone n'est pas un produit fini. Les internautes disent « Si tu es perfectible, je vais t'aider ». Ils veulent montrer leur capacité. Donc Lei Jun dit qu'il a 1 million de développeurs non salariés. C'est l'aspect citoyen de l'Internet. Le journal New York Times a 130 ans d'histoire. Et il y a quelque temps, il a voulu numériser tous ses anciens numéros. Les journaux récents ne posent pas de problème, mais les vieux journaux sont jaunis. L'ordinateur n'arrive pas à reconnaître les mots scannés. Comment faire? Maintenant, sur Internet, on voit souvent les CAPTCHA, des caractères distordus. Bien sûr, aux États-Unis, ils ne sont pas aussi compliqués que le site de notre service de chemin de fer. Alors le New York Times a pris des photos des mots de leur journal et les a collés dans des CAPTCHA. Et quand vous entrez votre réponse, vous faites ainsi la transcription. Ainsi, la numérisation de 130 ans d'archives du New York Times a été achevée pendant quelques mois avec l'aide des internautes à leur insu. Un médecin américain a fait beaucoup d'imagerie par scanner pour voir s'il y avait des tumeurs dans des cerveaux. Mais c'est difficile de découvrir un foyer cancéreux quand il est trop petit. Il devait regarder des centaines d'images par jour. C'est très difficile. Il les a publiées sur Internet et il a dit « Si quelqu'un trouve des images différentes des autres, il aura une récompense. » Les internautes n'ont aucune connaissance médicale, mais pour montrer leur talent, ils s'appliquent jour et nuit à chercher des images différentes. L'Internet profite de la production participative, du potentiel des internautes. Bien sûr, cette pensée ne se limite pas à l'Internet. Elle peut s'appliquer à tous les secteurs. L'important, c'est de savoir comment utiliser cette pensée, comme se développer avec l'Internet. On dit souvent « Appelez la police en cas de problème ». En fait, je crois qu'il faut ajouter une phrase « Cherchons sur Internet en cas de problème ». En retraçant le développement de l'Internet en Chine, j'ai quelques idées. Quelle voie l'Internet emprunte-t-il toujours? Le défi et la chance coexistent. La gloire et le risque coexistent. Il y a plus d'inconnus que de connus.
Il y a toujours des histoires. Les révolutions ne sont pas nouvelles, tout est possible. Le succès ne vient pas de la reproduction. Seule l'innovation est éternelle. L'origine du héros ne compte pas. L'espoir réside dans les masses. L'intelligence se déplace dans le cloud, l'Internet renforce le pays. Merci. Écoutons la sagesse de la Chine. Bienvenue à tous, vous êtes donc dans Magistral, c'est votre émission, la première classe ouverte télévisée pour les jeunes de Chine. Votre discours m'a ouvert les yeux, je comprends pourquoi Jack Ma considère votre discours comme un dialogue comique. Quand un scientifique raconte sérieusement une anecdote très drôle, surtout quand vous disiez que votre collègue courait après le train en tenant son pantalon, vous disiez « mais en vain ». Ça m'a fait tellement rire, donc vous pouvez imaginer. C'est une histoire vraie. Vraiment. On n'en doute pas. Vous avez dit qu'à l'époque, pour le module spatial Apollo, il n'y avait que 4000 lignes de code. Nos téléphones mobiles comptent 1 million de lignes. On a donc dans la main 250 modules lunaires Apollo. La capacité de calcul de nos téléphones portables dépasse celle du superordinateur que la NASA avait acheté pour 5 millions de dollars en 1975. C'est inimaginable. Mais votre téléphone est éteint. Vous avez éteint votre téléphone avant de monter sur le plateau. Il n'y a pas de réseau ici. Sans réseau, en 2 heures, mon téléphone vide sa batterie. Plus le réseau est faible, plus il augmente sa puissance pour le chercher. Pour capter le réseau. Ça consomme beaucoup d'électricité, ça augmente sa température et ses radiations. Donc je l'ai éteint. Une très bonne astuce. Merci. Alors nous avons 6 représentants du public. Vous avez des questions, des idées à partager avec Monsieur Wu? Allez-y. Hein. Allez, Tidaidze. Je veux parler de la relation entre Internet et ma vie. Je ne sais pas si vous communiquez avec vos enfants par WeChat. La plupart du temps par téléphone. Mais pour transmettre des photos ou des choses intéressantes, j'utilise WeChat. Les jeunes de mon âge utilisent souvent WeChat pour communiquer avec leurs parents. On peut se parler au micro ou en vidéo, c'est très pratique. Mais un grand problème se pose. Lequel? La veille du Nouvel An dernier, on était 3 à la maison. Mon père et ma mère tenaient chacun un téléphone et la télé était allumée. On baissait la tête, on échangeait des enveloppes rouges numériques, on envoyait des messages. Bref, on ne se parlait pas. Au début, je pensais que WeChat nous avait rapprochés. Mais plus tard, petit à petit, on s'est éloignés les uns des autres alors qu'on était ensemble. Par exemple, quand je suis sur WeChat avec ma mère, elle est très sympa, elle envoie de temps en temps des émoticônes, comme des cœurs par exemple, elle est très chaleureuse. Mais quand je suis à la maison, ma mère fait cette tête, elle est très froide. Il y a du coup une barrière invisible qui sépare les gens, c'est ce petit écran. Autre scène représentative, j'étais à une fête avec une dizaine d'amis, tout le monde était assis, silencieux, et utilisait son téléphone, la tête baissée, alors j'ai envoyé une enveloppe rouge. Levons la tête pour nous parler. C'est en fait une question de tradition. C'est difficile de dire certains mots en face. Alors avec l'écriture, avant c'était la lettre. Maintenant, ce sont les textos ou WeChat. Votre père peut faire des enfantillages sur WeChat. Mais s'il le faisait à la maison, vous trouveriez ça bizarre. N'est-ce pas? L'Internet nous offre un espace psychologique. WeChat ne peut absolument pas remplacer l'affection familiale. Encore une chose, récemment il y a eu le film Au-delà des montagnes, avec cette phrase dans les dialogues, « Ton fils s'appelle Google Traduction ». Parce qu'Internet fait à notre place beaucoup de choses que nous pouvons faire nous-mêmes. Parfois l'homme semble superflu. L'homme deviendra-t-il l'esclave de l'Internet? L'homme est toujours le maître de l'Internet. On a dit que l'ordinateur Watson d'IBM avait vaincu l'homme. Aux échecs. Je pense que ce n'est pas correct. Il a vaincu 2 adversaires humains, les 2 meilleurs joueurs, mais qui ne représentent pas toute l'humanité. L'ordinateur Watson synthétise l'intelligence de tous les joueurs du monde. Donc l'Internet ne pourra jamais vaincre l'homme. Quand l'intelligence de l'Internet se perfectionne, l'intelligence humaine se perfectionne davantage. Donc sur ce point-là, vous pouvez vous rassurer. Vous connaissez l'Internet dès que vous connaissez le monde. Maintenant, ça commence encore plus tôt. Mon petit-fils, qui a 4 ans, sait déjà utiliser une tablette pour regarder ce qu'il veut. Il a vu la photo du groupe de Wuzhen. Il m'a dit « Je peux te trouver ». J'ai dit « Qui est l'homme au centre ?»
C'est Papichi, il m'a dit. Cette photo était très populaire pendant cette conférence parce que tous les leaders d'Internet étaient là. Je crois que beaucoup d'entre eux sont dans votre liste de contacts sur WeChat. Quand vous utilisez WeChat, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous attire le plus de j'aime? Je peux les voir souvent, donc je parle directement avec eux. J'ai dit à Baidu, Google va revenir. Tu devrais faire bien attention. Donc vous êtes amis avec beaucoup d'entre eux dans la vie réelle, pas des amis qui ne s'échangent que des j'aime. Si vous partagez quelque chose sur WeChat, qu'est-ce qui vous rapporte le plus de j'aime? Jack Ma peut-être. D'accord. Ma Huateng est plutôt prudent. Robin Lee se montre haut de gamme. Zhou Rongyi réagit le plus vite. Lei Jun aussi. C'est peut-être à cause de leur caractère. Vous avez dit que l'avenir de l'Internet réside chez les jeunes. Je le pense aussi. Mais pourquoi? Parce que tous mes amis sont accrochés à leur téléphone. Chaque jour, sans 3 ou 4 publications, il leur manque quelque chose dans la vie. Ma mère dit que c'est une maladie. Elle a vu un reportage, ce serait un trouble de la personnalité, ce serait une maladie psychologique. Mais je ne fais que partager ma vie, mes peines, mes joies. Monsieur Wu, d'après vous, je suis vraiment malade et si oui, comment guérir? Vous ne faites que 3 publications par jour, c'est loin d'être une maladie. Vos symptômes sont légers, reste en observation. En parlant de la dépendance à Internet, des gens sont vraiment devenus accros. C'est un mode de vie malsain. Oui, certains disent que c'est la faute d'Internet, mais je crois que cette dépendance n'est pas née avec Internet. Avant Internet, on pouvait avoir la manie du mahjong, la manie du jeu de cartes, la manie de la danse, la manie des jeux d'argent. Il y a toutes sortes de manies. Bien sûr, au début on trouve ça amusant, mais après un certain temps, il faut s'arrêter. Je pense qu'il faut raison garder. Le plus terrible, c'est quoi? C'est tomber dans l'excès et oublier ses ambitions. C'est ainsi qu'on devient esclave de l'Internet. Après tout, Internet n'est qu'un outil pour nous rendre service. Son maître, c'est nous. Vous n'êtes pas l'esclave de l'Internet. Monsieur Wu souligne dans son discours qu'Internet est un monde virtuel. Il peut nous aider à résoudre beaucoup de problèmes, mais ce n'est pas le monde réel. Si quelqu'un se jette dans le monde virtuel sans pouvoir en sortir, alors il est à l'origine de la maladie. Certains tombent dans la dépression. Ils préfèrent communiquer avec Internet plutôt qu'avec leur entourage. C'est très triste. Bien sûr, les proches et leurs parents doivent le découvrir et les aider à en sortir. Jia Junpeng, ta maman t'appelle à table. D'accord, merci Monsieur Wu. Bien, ensuite. Monsieur Wu, bonjour, je suis une de vos fans. Je suis très émue de voir face à moi un vrai maître dans ce domaine. Je suis très émue. J'aligne du code, je suis programmeuse, et puis maintenant, j'ai un mythe. Un mythe? Mon Dieu! Oui, parce que quand j'ai choisi d'étudier l'informatique, j'imaginais que dans mon travail, je serais vêtue en noir, que je taperais sans cesse devant un ordinateur, que ça serait très cool, puis je dirais au micro « Yangtze, ici Fleuve Jaune, je suis entrée dans ton système, terminé !» Voilà l'ambiance de travail dont je rêvais. Mais plus tard, j'ai constaté que c'était que dans mes rêves. Vous vous imaginiez agent secret? En fait, quand j'ai commencé mes études, mes amis qui n'étudient pas l'informatique, surtout les filles, me disaient souvent « J'ai de la chance, personne ne m'a dit ». Tu étudies l'informatique, tu peux donc préparer mon ordinateur? Heureusement que je n'ai pas rencontré ça. Mais elle disait, tu sais, j'ai des soupçons envers mon copain. Aide-moi à déchiffrer son mot de passe sur WeChat, à trouver l'historique de ses dialogues. Je disais donc que je ne pouvais vraiment pas le faire. Alors, elle me regardait d'un air du genre, tu n'étudies pas l'informatique? J'ai un ami en art qui m'a demandé qu'est-ce que tu as appris pendant 7 ans. J'ai appris tout ça au lycée, d'un temps plein de mépris. Comme vous l'avez dit, l'Internet de concept haut de gamme est devenu très populaire, très proche du grand public. Est-ce que dans ce contexte de production participative, un jour on n'aura plus besoin de professionnels comme moi? Est-ce qu'un jour on sera plus utile dans la société? De programmeurs? Du moins, plus besoin des programmeurs comme moi qui font tous leurs efforts pour devenir des experts. Quel est l'avenir des programmeurs comme nous? Avant, il y avait un dactylo dans chaque unité de travail. Oui. Et maintenant, il y en a encore? Voilà, le métier de dactylo a aussi disparu. Oui, c'est naturel. Votre question concerne la programmation informatique. Avant, certains se demandaient, est-ce qu'il faut que l'homme fasse de la programmation?
On peut lui dire quoi faire, puis l'ordinateur fait lui-même la programmation. C'est vrai que l'ordinateur peut faire un peu de ça, mais c'est impossible de lui confier la programmation de tous les logiciels. Bien sûr, dans le futur, on aura besoin de moins de programmeurs, mais plus besoin d'architectes de système. Vous devez écrire une structure compréhensible pour l'ordinateur, puis ce dernier fait la programmation. Sinon, si vous lui demandez seulement de vous faire quelque chose, il ne saura pas le faire. Donc je crois que des métiers peuvent évoluer, mais vers un plus haut niveau, de programmeur à architecte de système. La Chine ne manque pas de programmeurs, mais d'architectes de système. Vous indiquez la bonne direction pour les jeunes. Oui, je me sens plus proche du chômage. Architecte de système, programmeur, est-ce que je peux faire une comparaison? Le programmeur, c'est un peu comme un travailleur sur le chantier d'un bâtiment, mais l'architecte de système est plutôt celui qui le conçoit. Oui, à peu près. C'est un peu comme ça, hein. Oui, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous donnez un plan et on peut le réaliser. Sinon, vous dites seulement « construisez-moi un bâtiment ». Comment on fait? Donc dans le futur, vous devrez savoir dessiner un plan et laisser l'ordinateur construire. Maintenant, c'est vous-même qui construisez. J'ironise souvent quand j'aligne du code au travail, je dis que j'entasse des briques. En effet, c'est ça. Oui, tout à fait. L'informatique, c'est du code. Donc vous écrivez ligne par ligne. Beaucoup de gens disent mieux vaut être dans le hardware que de faire de la programmation. Mais vous savez que dans le futur, le logiciel décidera de tout. Tout sera défini par le logiciel. Je suis très heureuse. Beaucoup de matériels pourront être remplacés par des logiciels. Votre téléphone a 1 million de lignes de logiciels. Une Mercedes en a 30 millions de lignes. Un avion Airbus, 1 milliard de lignes. 1 milliard? Oui, 1 milliard. Le logiciel est omniprésent. Il définit tout. Persévérez dans votre métier de programmeuse, qui est très prometteur. D'accord. En fait, ce qui m'intéresse plus, puisque vous étudiez l'informatique, vous pouvez vraiment déchiffrer les mots de passe sur WeChat? Je dis souvent à mon copain que oui. Il me croit. Ça suffit. Mais vous ne le pouvez pas. Ce n'est pas important. Mais si, c'est très important. L'important, c'est de l'effrayer. C'est très important, vous déchiffrez vraiment... Venez me voir plus tard, je vous apprendrai. Monsieur Sa, tout code, mot de passe, programme est conçu par l'homme. Comme c'est conçu par l'homme, on peut le déchiffrer. Le problème, c'est quoi? Pourquoi on ne peut pas déchiffrer certains mots de passe? Parce qu'ils changent constamment. Ils changent plus vite que vous les déchiffrez. Donc vous échouez toujours. J'ai compris. Vous voulez que je le change tous les jours? Mais trop souvent, vous risquez de l'oublier vous-même. Oui, vous avez raison. Merci. Ensuite, Li Ningzi. Bonjour Monsieur Wu, bonjour Monsieur Cha. Maintenant, on dit souvent qu'il faut augmenter l'énergie positive sur Internet. En fait, moi, je suis une victime de l'énergie négative sur Internet. Je suis entrepreneuse, mais avant, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un post. La jeunesse et la beauté sont les plus grands obstacles dans ma carrière. Et cette phrase me colle à la peau. Je suis critiquée, où que j'aille, on me reproche ça. Bien que l'Internet nous offre un grand espace pour prendre la parole et une grande tolérance, beaucoup de gens suivent l'opinion des autres sans se forger leur propre jugement. Je voudrais savoir, quelle est votre opinion sur ce phénomène? Comment faire pour réduire cette énergie négative? Chacun a le droit d'exprimer son opinion sur l'Internet. Les grands portails ont tous leurs modérateurs. Ils examinent tous les jours les écrits sur l'Internet et décident de ceux à garder et de ceux à supprimer. Ce dont vous avez parlé ne fait certainement pas partie des choses à supprimer. Plus on clique sur ces textes, plus on a de raisons de les garder. Donc, évidemment, vous êtes une victime. Mais cela peut blesser les individus. Oui, mais je crois que la jeunesse et la beauté sont plutôt deux compliments. Il n'y a rien de mal à ça, non? Mais les internautes ne pensent pas comme ça. Ils pensent que, d'abord... Ils se disent qu'elle fait de l'autopromo. Oui, c'est ça. Ils disent que je suis tombée bien bas pour essayer de me distinguer ainsi. Ils vous soupçonnent de faire de l'autopromotion, mais sans plus. Ils ont dit ce que vous essayez de promouvoir, mais non. Bien sûr, ce n'est pas un phénomène qu'on doit encourager sur l'Internet, mais un phénomène à contrôler. Je vous donne un conseil. Pour vous, quel site est le plus important? Weibo. Weibo a aussi son site. Sina a une équipe de modération en ligne assez forte. Avec un dispositif recevant les plaintes. Il existe des cas beaucoup plus graves que le vôtre. Oui, je crois que Monsieur Sa a une riche expérience parce que... Sur Internet, en gros, je ne reçois que de l'énergie positive. Oui,
je crois qu'à l'étranger, il existe aussi ce genre de phénomène. Un ami étranger m'a dit une fois, je trouve que votre Weibo est vraiment super. Si je suis de mauvaise humeur, je vais insulter une star, une aujourd'hui, une autre demain, et je me sentirai très bien après. C'est très bien. On fait de la charité. C'est bien, on rend tout le monde heureux. Oui, À force d'être insulté, on s'en fiche, n'est-ce pas? En fait, vous avez raison de ne pas répondre. Certains internautes espèrent que vous répondrez pour entrer en conflit. Habituez-vous à Internet, les jeunes. Sur Internet, il y a toujours du positif et du négatif. Ça dépend de votre capacité à vous adapter. merci monsieur. Ceux qui vous calomnient vous envient en fait. Vous avez compris? En fait, ceux qui vous calomnient vous envient au fond du cœur. Bonjour Monsieur Wu. Je suis doctorant en informatique à l'université de Tsinghua. Monsieur Sa, aujourd'hui, je vois que votre travail est vraiment... Enfin, j'ai vu peu d'autres présentateurs, mais un présentateur comme vous, c'est vraiment un travail intense. Ma question est la suivante. Quand vous commencez votre travail le matin, à quelle fréquence votre cœur bat-il? Votre tension artérielle, votre fréquence cardiaque, votre glycémie, comment évolue-t-elle, vous le savez? Je peux seulement vous dire que je tiens encore debout ici. Si mon taux de glycémie était trop faible, je serais par terre. Et puis je peux vous parler avec une pensée claire, donc je dois être normal. Pourquoi vous me posez cette question? À mon avis, il veut dire qu'avec Internet, on peut surveiller en temps réel son état de santé. Je n'en ai pas besoin. C'est effrayant. Monsieur Wu a raison. À l'époque du Big Data, où tout est relié, une équipe d'étudiants de Tsinghua a développé un truc, un bracelet. Il peut vous donner de manière silencieuse et continue, ici et maintenant, à tout moment, votre fréquence cardiaque, votre tension artérielle, vos taux de glycémie et d'oxygène dans le sang. Les données sont transmises de votre bracelet à votre téléphone. Et il y a le Wi-Fi en plus. Mais ces données seront partagées. C'est à vous de choisir de les partager ou non. Je dois vous avouer que depuis qu'on a la technique du cloud et le service iCloud sur notre portable, eh bien je ne l'ouvre jamais. Parce que je pense que même si on dit qu'il protège la confidentialité, eh bien je pense que mettre en ligne mes données privées à un endroit que je ne peux pas contrôler, ça ne me rassure pas. Je suis ce genre de consommateur. C'est votre façon de vous protéger. Donc s'il existe un bracelet comme ça, je crois que, sauf si j'ai vraiment par exemple des problèmes de santé, que j'ai besoin qu'un médecin me surveille, je n'oserais pas l'utiliser. Il ne faut pas dire ça. Tout à l'heure, Monsieur Wu a dit que le point douloureux était le point de départ. Donc ma question à Monsieur Wu, c'est, à l'ère du Big Data, comment utiliser efficacement les données? Comment résoudre le problème de la sécurité? Ouais, je me rappelle que la dernière fois, quand Zhou Rongyi était sur le plateau, il m'a offert un cadeau après le tournage. C'était leur webcam à 360 degrés. Il m'a dit qu'en l'installant chez moi, quand j'étais dehors, il pourrait surveiller ce qui se passe chez moi. Quand vous sortez de chez vous, vous allumez la webcam avec votre téléphone. Oui, je peux tout voir en l'allumant. Vous pouvez voir. Oui, lui aussi, il peut voir. Il peut ne pas regarder, aucun problème. S'il veut regarder, il peut aussi. Peut-être que lui ne voudra pas regarder, mais que quelqu'un d'autre le voudra. Je dois téléphoner à la maison. Éteins-la vite. De toute façon, vous vous identifiez par un mot de passe, et il peut être déchiffré. Monsieur Wu est plein d'humour. Je croyais que Monsieur Wu dirait que de toute façon, vous vous identifiez avec un mot de passe et que c'est plutôt sûr. Mais en fait, il dit, il peut être déchiffré. Vous êtes célèbre, mais si une personne ordinaire installe une webcam, peut-être que personne ne voudra l'observer. Vous êtes célèbre. Si vous dites qu'il y a une webcam chez vous, peut-être que 9 personnes sur 10 voudront la déchiffrer. Allez, vite, jetez la webcam par la fenêtre. Dans les rues de Beijing, il y a environ 800 000 webcams. Chacune a une capacité de 8 mégapixels. Ça fait 3,6 gigas de données par heure. Et d'ailleurs, les données des webcams sont conservées plusieurs mois. Au moins un mois en général. Eh bien, ça fait des pétaoctets de données. Dès que vous marchez dans la rue, même pas loin, vous serez filmé au moins 8 fois. Ces données en général ne visent pas une personne déterminée, mais à découvrir des tendances.
Les habitants de Beijing se déplacent chaque jour sur quel itinéraire? Par quel moyen de transport? Où les gens sont les plus rassemblés? De ces données, on induit des tendances en fonction desquelles on améliore le transport. Donc le Big Data a déjà atteint une telle envergure et il contient en fait beaucoup de valeur. Sur la façon d'utiliser ces données par les entreprises, il y a aussi des règles. Baidu, Alibaba, Tencent maîtrisent nos données. J'ai parlé avec Ma Huateng de Tencent. Il a dit que Tencent avait établi un dossier pour chaque utilisateur de microblog et de WeChat. J'ai dit, vous ne connaissez que leur IP. Comment avez-vous leur dossier? Il a dit que l'IP correspondait à un lieu, à un homme ou une femme, à un certain âge, à un col blanc ou un ouvrier. Il peut tout savoir. J'ai dit, je suis un vieux, si j'utilise le pseudonyme fille de 16 ans. Il a dit, quel que soit ton nom, si tu navigues assez longtemps, tu laisseras tôt ou tard des indices. Donc mon jugement est plutôt juste. Sur le microblog et le WeChat de Tencent, des centaines de milliers de gens se prétendent diplômés de Tsinghua. Il a dit, je pense que la totalité des diplômés de Tsinghua n'atteint pas ce nombre. Certains mentent. J'ai dit, comment vérifier? Il a dit, il n'y a qu'à suivre les publications, voir à qui on a affaire. Donc ce sont aussi des données. Bien sûr, je sais que... Il ne faut rien publier sur WeChat. Puisqu'ils maîtrisent les données, ils peuvent certainement les exploiter pour promouvoir leurs affaires. Mais il y a une règle, il ne faut pas porter atteinte à la vie privée d'autrui. Sur ce point-là, la Chine doit établir une loi pour assurer cette règle. Et puis techniquement, la Chine est encore faible dans l'exploitation des données. Bien que la Chine possède d'importantes données et un grand potentiel dans ce domaine, elle fait face aussi à beaucoup de défis. D'ailleurs, beaucoup de matériel et de logiciels de développement du Big Data viennent de l'étranger. Merci, merci. Personnellement, je pense qu'à l'ère d'Internet, même si on va rencontrer tel ou tel problème, comme Monsieur Wu l'a dit, le point douloureux, c'est le point de départ. Quand vous rencontrez un problème, c'est peut-être le signe d'une innovation technique. Il faut affronter l'ère d'Internet. Dans quel état d'esprit? Je pense que Monsieur Wu nous a donné un bon exemple. Aujourd'hui, vous êtes ici, on a aussi une programmeuse, un doctorant en informatique. Là-bas, il y a aussi de futurs aligneurs de code. Je vous pose une dernière question. Qui peut déchiffrer ce mot de passe? Levez la main. Regardez l'écran. Vous l'avez déchiffré? Vous appelez ça un mot de passe? Dans un mot de passe, il faut éviter de répéter des chiffres. Ce n'est pas un mot de passe. Non, absolument pas. Absolument pas. Vous voyez quoi alors? 1 million, hein? Quelqu'un l'a déchiffré? Allez, C'est du système binaire. du système binaire. Oui, je vais expliquer. 2 puissance 0 égale 1, 2 puissance 3 égale 8, 2 puissance 6 égale 64. En total, ça fait 73. C'est ça. Bravo, c'est exactement ça. Vous parlez de mon âge, c'est ça? Demain, c'est l'anniversaire de Monsieur Wu. Il aura 73 ans. Oui, merci. L'âge moyen des académiciens est de 74 ans. Donc je suis plus jeune que la moyenne d'un an. 73 ans, c'est votre âge. 18 ans, c'est l'impression que vous nous donnez. Vous êtes toujours un jeune de 18 ans, toujours passionné par la cause que vous aimez. Rien que pour ça, les jeunes doivent suivre votre exemple. On a décoré ce gâteau avec un caractère, l'arrobase, un signe passe-partout à l'ère d'Internet. J'espère que vous recevrez tous nos vœux. Bien, merci. Allez, on va chanter ensemble le joyeux anniversaire. Faites un vœu, soufflez les bougies. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. On vous souhaite une éternelle jeunesse. Merci tout le monde.